Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite le temple solaire d'Abu Ghorab. Les pyramides sont les monuments les plus admirés de l'Égypte, mais elles volent souvent la vedette à d'autres monuments peut-être moins grandioses mais tout aussi fascinants et intrigants. Et l'exemple parfait en est... Vous voulez des exemples? Oui, s'il te plaît, des exemples. Allez, d'accord. Il y a des milliers d'années, le temple solaire d'Abu Ghorab était un lieu majestueux de culte utilisé par les anciens Égyptiens pour rendre hommage au dieu soleil Ra. La plupart des historiens pensent qu'il a été construit pendant la 5e dynastie de l'Ancien Empire, vers 2400 avant notre ère, et c'était vraiment un endroit magnifique à contempler. Malheureusement, les années n'ont pas été très clémentes avec le temple, contrairement aux pyramides, et aujourd'hui, il gît en ruine sur la rive ouest du Nil, non loin d'ailleurs de la grande pyramide, quelque part entre Gizeh et Saqqara. Et à son apogée, le temple solaire était constitué d'une place massive, de nombreuses petites structures qui pouvaient abriter les prêtres et du temple lui-même. Et le temple devait être accessible par une rampe couverte longue de près de 90 mètres de longueur. Et au centre même de la cour du temple se dressait un obélisque épais estimé à plus de 34 mètres de haut. Et ce n'était pas aussi un obélisque aux proportions classiques, puisqu'il était bien plus large que la normale, ce qui le rendait encore plus impressionnant. C'est bien connu ça, plus c'est large, plus c'est impressionnant. Oh, dégueulasse! En plus d'être entièrement recouvert de calcaire, ce qui aurait été un spectacle à voir. Mais alors, où se situe au juste le mystère? Eh bien, ce temple fait partie de seulement 6 temples du soleil jamais bâtis par les Égyptiens. Et pour les pharaons de l'époque, ils étaient tout aussi importants, voire même plus importants que les pyramides. Comme vous le savez, ces temples étaient dédiés au dieu du soleil Ra, qui était également le dieu créateur du panthéon égyptien. Ces temples étaient destinés à conférer le statut de dieu aux pharaons qui les construisaient. Les temples solaires leur conféraient ainsi le statut de dieu de leur vivant. Les pyramides, quant à elles, étaient construites pour servir de lieu de repos final afin de garantir que les pharaons ressuscitent en tant que dieux dans l'au-delà. Et les sources primaires de l'époque mentionnent 6 ou 7 temples du soleil différents construits par les pharaons de la 5e dynastie. Et les 6 rois associés à la construction de temples du soleil sont Tuserkaf, Saouré, Néferir-Karé, Néferefré, Niuser et Menkaouor. Mais le 8e pharaon de la dynastie, Djedkaré, semble avoir brusquement mis fin à cette pratique. Et seulement 3 des 6 temples ont été retrouvés jusqu'ici. Et selon certaines théories, le temple agissait comme un portail. C'est de cet endroit que les anciens Égyptiens auraient contacté leur divinité. Cela peut sembler absurde, mais c'est ce que disent certains experts. Le temple n'était pas seulement un lieu pour adorer le dieu soleil, c'était un endroit où les Égyptiens croyaient qu'ils pouvaient entrer en contact avec leur divinité, mais aussi avec d'autres dimensions du réel. Sarcophage de Notre-Dame. Comme vous le savez déjà, Notre-Dame de Paris a pris feu en 2019, brûlant presque entièrement la structure. Le monde assistait impuissant alors que près de 1000 ans d'histoire parisienne partaient en fumée. Heureusement, le feu a été éteint avant qu'il ne puisse causer des dommages majeurs. Mais il y avait quand même assez de destruction pour que des travaux de restauration très importants soient immédiatement entrepris. Et pendant les travaux de restauration, un mystère a été découvert. Caché sous la cathédrale, une découverte a choqué les scientifiques du monde entier. Mais avant d'en arriver au mystère, jetons d'abord un petit coup d'œil à quelques faits sur la cathédrale. La construction a débuté en 1163 sous le règne du roi Louis VII, mais n'a été achevée qu'en 1345. Il a fallu presque 200 ans pour construire la grande cathédrale, ce qui est assez surprenant compte tenu du fait que les Égyptiens par exemple n'ont mis qu'environ 20 ans pour construire les pyramides. Mais bon, les moyens mis en œuvre n'étaient pas exactement les mêmes. Notre-Dame est l'un des meilleurs exemples de l'architecture gothique française sur la planète. Elle est dédiée à la Vierge Marie. Elle a survécu à la guerre, à la Révolution, et elle abrite même soi-disant la couronne d'épines portée par Jésus-Christ à sa crucifixion. Mais maintenant, place au mystère. Lors des fouilles de la cathédrale en 2022, des scientifiques ont découvert 2 sarcophages en plomb. Ces 2 sarcophages sont exceptionnels pour 3 raisons majeures. Leur forme anthropomorphe, leur matériau de fabrication qui était du plomb extrêmement cher à l'époque, et enfin, leur état de conservation exceptionnel. Le sarcophage découvert en premier contient la dépouille d'un homme embaumé dont l'identité n'a pas encore pu être établie. Et selon les dernières études,
Cet homme aurait entre 25 et 40 ans et pratiquait l'équitation depuis son jeune âge et avait une déformation crânienne légère et probablement la tuberculose aussi. Il s'agirait probablement d'un riche notable, car selon les estimations, seulement 4% de la noblesse elle-même avait la possibilité de se faire embaumer ou d'avoir un cercueil en plomb. Et concernant le second sarcophage, son emplacement était connu et il contenait un épitaphe, des médailles et une plaque faisant mention du chanoine Antoine de la Porte. Ce dernier, mort à 83 ans en 1710, était un prélat dont un portrait est toujours conservé au musée du Louvre. La pyramide de la Lune. La pyramide de la Lune, au Mexique, est tout aussi intrigante que la grande pyramide de Gizeh, juste un tout petit peu plus jeune. Elle a été construite il y a environ 2000 ans, lorsqu'une très mystérieuse civilisation, que l'on connaît d'ailleurs toujours pas, au Mexique, a commencé à construire la ville de Teotihuacan. La construction a commencé vers 300 avant l'ère commune, et la ville abritait environ 125 000 personnes, ce qui en faisait la 6e plus grande ville du monde à l'époque. L'archéologue de l'Université d'État de l'Arizona, Robert Cowgill, affirme que c'était la plus grande ville de l'hémisphère occidental avant les années 1400, la rendant bien plus importante et beaucoup plus impressionnante que tout ce qui se trouvait en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Mais il y a bien plus à cette pyramide qu'il n'y paraît. Bien sûr, elle domine le paysage à 43 mètres de haut, mais c'est ce qui se trouve en dessous qui intrigue tant les chercheurs. Il y a un passage secret sous la pyramide où les archéologues ont trouvé des pierres vertes mystérieuses, des squelettes de personnes au crâne allongé et ce qui semble être des offrandes laissées au cœur sacré de l'ancienne Teotihuacan. Le tunnel effrayant passe directement sous la pyramide et servait probablement de passage métaphorique vers l'au-delà. Les humains auraient peut-être été sacrifiés dans la fosse pour apaiser les dieux de la mort, mais on ne sait pas ce qui se passait réellement ici. Il a fallu beaucoup de travail pour creuser un tel passage sous la pyramide, donc cela devait être très important. Mais vu qu'on ne connaît même pas la culture qui a bâti la mystérieuse pyramide des Teotihuacan, le mystère ne risque pas d'être résolu de sitôt. La cité crocodile maya. La cité maya ancienne, Nishtun Chiich, remonte à environ 2500 ans. C'est l'un des premiers exemples de cité conçue avec une disposition urbaine en trame simple. Cela signifie que ces rues et avenues étaient disposées en trame, tout comme nos villes modernes. Elle était habitée par des milliers de personnes, située au bord du lac Petén Itzá, au Guatemala. Et bien que la plupart des gens n'en aient jamais entendu parler, Nishtun Chiich était le plus grand établissement de la région à l'époque des Mayas. Les Mayas ont dominé une vaste partie de la Mésoamérique pendant une très longue période. Pendant 3000 ans, ils ont régné sur le sud-est du Mexique, le Guatemala actuel, le Belize et le royaume s'étendait jusqu'au Honduras d'aujourd'hui. Les Mayas ont mis au point le premier système d'écriture véritablement développé de l'Amérique ancienne, ainsi que certains des styles architecturaux et artistiques les plus sophistiqués. Ils avaient même leur propre système astronomique et des calendriers très avancés. Mais il y a une chose en particulier à propos de cette cité que les scientifiques ne peuvent pas tout à fait comprendre. Prudence Rice, professeur à l'université de South Illinois, affirme que la cité pourrait avoir été conçue spécifiquement pour ressembler à un crocodile vu d'en haut. Elle affirme que la cité a clairement été planifiée de sorte que son noyau urbain était quadrillé, mais que la cité dans son ensemble pourrait avoir été modelée d'après un crocodile vu du ciel. Et si c'est véritablement le cas, cela pourrait avoir des implications immenses, parce que cela voudrait dire que c'est la première forme de l'histoire d'une planification urbaine d'une ville dans le sens moderne du terme. Le contour extérieur de Nishtun Chiich ressemble à la peau écailleuse d'un reptile. Évidemment, les scientifiques ne peuvent pas savoir si les Mayas l'ont fait délibérément ou si le fait que leur cité ressemble à un crocodile était un coup de chance. Dans tous les cas, cela reste très intriguant. Moi perso, je pense ou je voudrais penser que c'était délibéré, mais ça ne regarde que moi. Ta gueule! Ouais, mais c'est pas toi qui décide! Los Guachimontones. Los Guachimontones, situé au Mexique, juste à l'extérieur de la ville de Guadalajara, est l'un des sites archéologiques les plus impressionnants et mystérieux du Mexique. Le site est connu pour ses curieuses structures pyramidales circulaires. Il a été construit par la culture Teochitlan. Ce site d'exception a été découvert pour la toute première fois en 1969
par l'archéologue américain Phil Weigand, et ce n'est qu'en 1996 que les fouilles ont commencé. Et même alors, personne ne comprenait vraiment les détails du site. Des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles les pyramides avaient été créées par des extraterrestres, provoquant un afflux de touristes dans toute la région. Mais hélas, les chercheurs ont vite prouvé que les pyramides ont été construites il y a 2000 ans par des mains humaines. Désolé d'être rabat-joie. La culture Téochtitlan prospérait dans la vallée de Tequila à partir de 300 avant l'ère commune, puis a disparu vers l'an 900 de l'ère commune. Il y avait beaucoup moins de personnes ici que dans la ville de Teotihuacan au sud, et leur architecture était bien différente. Les pyramides découvertes à Los Guachimontones ne ressemblent à aucune autre pyramide au monde. La plus grande des pyramides mesure près de 18 mètres de haut et a 52 marches menant à son sommet. Elle est connue sous le nom de pyramide à degrés coniques, et les pyramides de la cité perdue étaient comme des escaliers circulaires menant à une petite plateforme tout en haut. Les pyramides n'étaient pas utilisées comme sépultures, ce n'étaient pas des temples pour des sacrifices, et la vérité est que les archéologues ne savent pas à quoi elles servaient. Certains ont spéculé qu'un poteau était placé dans un trou au sommet et utilisé pour des cérémonies acrobatiques très bizarres. Une sorte de pole dance primitif, et je vous avoue que cette image ne veut plus quitter mon esprit. La cité dans la roche. Naqsh Rustam, connu sous le nom de cité dans la roche, est l'un des sites anciens les plus spectaculaires contenant les restes des rois perses datant de milliers d'années. La ville elle-même est taillée directement dans une falaise de roche, datant de la dynastie des Achéménides entre 550 et 330 avant l'ère commune. C'était à l'apogée de l'Empire perse avant d'être vaincu par Alexandre le Grand. Il y a 4 énormes tombes creusées dans la roche ici, conçues pour la royauté. Et bien que ce site archéologique ait été largement ignoré grâce à l'ancienne capitale voisine de Persépolis, c'est un véritable trésor d'œuvres d'art de l'Empire achéménide des 4e et 5e siècles avant notre ère, mais aussi des Sassanides au 3e siècle de notre ère. C'était aussi un important centre cérémoniel jusqu'au 7e siècle de l'ère commune. Les tombeaux ici abritaient autrefois les restes des anciens dirigeants achéménides, et seule l'une des tombes a été correctement identifiée comme contenant le roi perse Darius Ier, le 3e dirigeant de l'Empire. Les autres appartenaient très probablement à ses successeurs Xerxès Ier, Artaxerxès Ier et Darius II. Mais ça ne reste qu'une supposition qui repose uniquement sur la disposition des tombeaux. Il n'y a pas d'inscription et jusqu'à présent aucune preuve supplémentaire. Et les façades des tombeaux contiennent des images de rois et de triomphes, ainsi que des batailles et des actes de culte. Et certains des reliefs ont été sculptés sur des sculptures préexistantes, bien que certaines figures ressortent toujours, comme un portrait d'un homme avec un chapeau pointu et des vêtements très étranges. Cela indique que cet endroit était autrefois utilisé par une civilisation antérieure à l'Empire achéménide. Et le site est également l'emplacement d'une puissante nécropole où les chercheurs pensent qu'il y avait autrefois la flamme éternelle de l'Empire. Et bien que les tombeaux aient été pillés et profanés après l'invasion d'Alexandre le Grand, il reste encore beaucoup de choses à découvrir ici. Le village d'Orongo. L'île de Pâques, également appelée Rapa Nui, est une toute petite île perdue dans l'océan Pacifique, célèbre pour ses centaines de statues très mystérieuses. Les côtes de l'île sont parsemées de moaïs, les énormes statues très célèbres. Et bien que les statues soient le principal centre d'intérêt de l'île de Pâques, et certainement sa principale attraction, il existe sur l'île un site moins connu qui cache énormément de secrets. Il s'appelle le village d'Orongo et était autrefois le centre cérémoniel du peuple cultique de l'île. Orongo était le siège des Tangata Manu, ou bien le culte de l'homme oiseau. C'était une pratique religieuse, une tradition qui faisait partie de la culture du peuple Rapa Nui. Ce culte s'articulait autour d'une compétition connue sous le nom de compétition de l'homme oiseau, et au cours de laquelle des représentants de différents clans s'affrontaient pour obtenir le premier œuf pendu par des sternes fuligineuses en migration sur l'île au voisin de Motunui. Le vainqueur de cette compétition était appelé Tangata Manu ou homme oiseau, et c'était celui qui ramenait l'œuf à Rapa Nui, et le chef qui le parrainait obtenait certains privilèges, et pendant une année entière, cet homme devenait l'arbitre des conflits entre les différents clans de Rapa Nui. Il devait être neutre et avait même un statut sacré. Et c'était franchement mérité, car l'épreuve n'était pas vraiment facile.
Les concurrents devaient se jeter à l'océan, se taper 2,5 km à la nage, gravir une falaise, attendre jusqu'à ce que le premier œuf soit pendu, replonger dans la mer, se retaper 2,5 km à la nage avec l'œuf. Ensuite, il était déclaré gagnant dans une grande célébration religieuse en l'honneur du créateur appelé Makemake. Mais malheureusement, il ne reste plus grand-chose de ces traditions et du village d'Orongo. À la fin du 19e siècle, la plupart de la culture originaire des Rapa Nui était soit morte, soit convertie au christianisme. Aujourd'hui, Orongo n'est rien de plus qu'une ruine à côté d'un lagon à la périphérie de l'île, abritant les maisons en pierre en ruine où vivaient autrefois les anciens chefs. La forteresse de Vardø. Vardø est considérée comme la plus ancienne ville du nord de la Norvège. Elle a été colonisée pour la première fois dans les années 1330 lorsque le légendaire Hakon Magnusson a construit la forteresse de Vardøhus pour défendre ses frontières orientales. De nos jours, la ville est toujours là, tout comme la forteresse. Et cette forteresse est justement l'une des fortifications militaires anciennes les plus septentrionales au monde. C'est une structure impressionnante construite au Moyen-Âge pour que la Norvège défende sa souveraineté contre la Suède et la République de Novgorod. Elle faisait partie des nombreuses forteresses construites au cours des jours médiévaux pour contrer des envahisseurs potentiels qui tentaient de déborder la Norvège par la mer de Barents. Et la forteresse elle-même est un morceau incroyable d'histoire. Mais il y a quelque chose d'autre qui s'est passé à Vardø et qui pourrait vous intéresser. C'est ici, dans ce village reculé, qu'a eu lieu l'un des plus grands procès de sorcières de l'histoire scandinave. 30 femmes ont été accusées de sorcellerie en hiver 1662, alors que des rumeurs se répandaient dans la ville selon lesquelles les femmes avaient conclu des pactes avec le diable. L'une d'entre elles a été condamnée à un camp de prison médiéval, tandis que 2 autres femmes ont été torturées à mort et 18 ont été brûlées vives. Un véritable massacre donc. Et ce n'était même pas le premier procès de sorcières à Vardø. Environ 140 procès de sorcières ont eu lieu ici entre 1601 et 1692. Il se trouve simplement que le plus grand a eu lieu en 1662. Et découvre les plus grands secrets du christianisme que l'Église ne veut pas que vous sachiez. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.